La porte s'ouvrit en grand, laissant un faisceau de lumière inopportun inonder le salon où j'étais assis par un calme vendredi après-midi. Un homme de grande taille entra, regardant autour de lui. Je lui fis signe de me rejoindre à table, et il s'approcha en souriant. Son nom était Gerald William Cassidy, mais il préférait qu'on l'appelle Butch Cassidy. Il portait un jean et un chapeau de cow-boy. Butch était chauffeur routier longue distance pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui livrait des produits de boulangerie dans les États voisins. En plus de gérer l'usine locale, je supervisais également les opérations de 2 autres usines en Pennsylvanie et en Ohio. J'avais pris ma journée spécifiquement pour rencontrer Butch et discuter de certaines choses qui me pesaient sur le cœur. Butch avait déjà terminé sa tournée de l'après-midi. Il commençait généralement sa journée avant l'aube et terminait vers midi. La plupart des après-midi, il faisait son jogging dans le quartier, quittant rarement la maison pour longtemps. Butch et sa femme Martha étaient autrefois de proches amis de Delia, ma femme, et moi, mais c'était avant leur divorce. Je n'avais pas vu Butch depuis environ 6 mois, et j'avais décidé de l'appeler avant de le rencontrer en personne. « Salut, Butch, comment vas-tu » le saluai-je. « Salut l'ami, quoi de neuf ?» Je suis surpris d'avoir de tes nouvelles. On dirait que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Après mon divorce, je pensais que je ne faisais plus partie de tes amis, répondit-il. C'est vrai, nous n'avons pas eu beaucoup de contact depuis ton divorce avec Martha. Ma femme Delia te détestait et te blâmait pour les problèmes de notre mariage. Même quand je lui ai fait remarquer que c'était Martha qui t'avait trompé, Delia s'est contentée de ricaner et a dit que c'était une revanche pour ta propre infidélité, expliquai-je. Je connais les sentiments de Delia à ce sujet, dit Butch, mais je ne voulais pas jeter de l'huile sur le feu. Elle semble toujours contrariée par quelque chose avec moi, et je ne voulais pas provoquer plus de drame. Nous convînmes de nous rencontrer dans un café du quartier. Après s'être assis et avoir discuté un moment, nous commandâmes des boissons et appelâmes la serveuse. Butch lui jeta un bref coup d'œil mais ne fit aucune plaisanterie, sentant que ce n'était pas le moment. Il attendit que je lui explique pourquoi je lui avais demandé de me rencontrer. Delia ne voulait pas que nous rompions notre amitié avec Martha, alors j'avais laissé les choses telles quelles. Butch, je dois admettre que je n'apprécie pas Martha après ton divorce, mais ce n'est pas pour ça que je voulais te parler. J'ai des questions, et seul toi peux y répondre. Butch me lança un regard curieux, puis sourit. Le sourire s'élargit en attendant. On dirait que quelqu'un d'autre a des problèmes de couple, dit-il. Je ne suis pas surpris. Que veux-tu dire ? Sais-tu quelque chose d'important que je devrais savoir ? Demandai-je. Je ne sais peut-être pas tout, dit-il, mais j'ai mes soupçons. Ta femme et mon ex ont passé beaucoup de temps ensemble après notre divorce, et ça n'annonce pas de très bonnes nouvelles. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Quels signes t'ont rendu méfiant ? Insistai-je. Butch marqua une pause, visiblement assoiffé, et je fis signe pour une autre tournée. Quand les boissons arrivèrent, il but une longue gorgée avant de répondre. Martha est devenue inhabituellement silencieuse. Elle était toujours une vraie pipelette, toujours à me raconter quelque chose quand j'étais à la maison. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais soudain, elle a cessé de me parler. Oh, elle parlait toujours, mais ce n'était que des bêtises, rien qui m'intéressait du tout. Elle semblait être sous un stress constant. Il prit une autre gorgée de sa boisson et regarda au loin un instant avant de continuer. Puis elle a commencé à chercher la dispute pour un rien, absolument rien. Elle attendait que je dise n'importe quoi, et puis elle bondissait. J'avais l'impression qu'elle voulait juste se disputer quoi qu'il arrive. C'est là que j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Cela ne faisait que quelques mois que leur divorce avait été prononcé. Je savais que Butch avait encore des sentiments pour Martha malgré tout ce qu'elle avait fait, mais je savais aussi qu'il ne pouvait pas se résoudre à lui pardonner, surtout qu'elle ne semblait pas s'en soucier. Puis, reprit-il, j'ai commencé à appeler à la maison pendant les heures de travail. Je n'avais jamais fait ça avant, et au début, je raccrochais juste quand elle répondait. Mais après quelques semaines, j'ai remarqué un schéma, elle était généralement à la maison tous les jours, sauf le mercredi. Les mercredis, elle partait tôt le matin et ne rentrait pas avant 3 ou 4 heures de l'après-midi. Quand je lui demandais ce qu'elle faisait, elle disait qu'elle faille. C'est du shopping ou des courses, comme aller chercher le nettoyage à sec. Je pris une autre gorgée de bière et fis signe pour une autre bouteille. Le dernier grand signe, ce fut quand notre intimité a ralenti, puis s'est complètement arrêtée. Si je n'en avais pas parlé, elle n'aurait rien initié du tout.
Et même quand nous étions intimes, c'était comme être avec un objet inanimé. Elle aimait ça avant, nous aimions ça tous les deux, mais ensuite, c'était terminé. Je savais qu'il luttait, mais je n'ai jamais demandé ce qui n'allait pas. Au lieu de cela, je me suis concentré sur moi-même pendant qu'il souffrait en silence. Le divorce avait été difficile pour lui, et je suis resté à l'écart. Maintenant, j'aurais aimé être là pour lui. Je suis désolé de ne pas t'avoir soutenu pendant cette période difficile. Je sais qu'il est tard, mais je tiens à te présenter mes sincères excuses, dis-je. Il s'est contenté de hausser les épaules. C'est bon, répondit-il, bien que son ton portait un poids qui disait le contraire. Le mal était déjà fait. Il commença alors à raconter comment tout s'était terminé. J'ai pris ma journée pour aller la chercher à l'une de ses prétendues réunions un mercredi après-midi. J'ai emprunté la voiture d'un ami et j'ai attendu à la maison jusqu'à ce qu'elle parte. Je l'ai suivie jusqu'à un motel sur Frederick Street. C'est là que je l'ai vu rencontrer l'homme avec qui elle avait une liaison. J'avais un appareil photo avec moi et j'ai pris des photos d'eux entrant ensemble dans le motel et en ressortant plus tard, lui la serrant dans ses bras, la main sur sa hanche. Ce que j'ai vu m'a profondément blessé, mais je savais que je devais affronter la vérité. Ce soir-là, je lui ai montré les photos. Butch continua, elle s'est juste haussé des épaules et ne l'a pas nié. Quand je lui ai dit que je voulais divorcer, elle n'a pas discuté. En fait, elle a convenu que c'était pour le mieux. Elle n'a même pas essayé de s'expliquer ou de se battre pour le mariage. À ce jour, je me demande encore pourquoi. Je pense que j'ai été déçu par son indifférence. J'avais prévu de lui demander pourquoi elle avait fait ça, mais je n'ai jamais eu de réponse. Elle a mis fin à notre mariage sans jamais me donner d'explication. Je ne pouvais pas imaginer comment il gérait ce manque de clôture. As-tu déjà essayé de la faire s'expliquer? Pourquoi t'a-t-elle fait autant de mal? Je pense que comprendre pourrait t'aider à tourner la page. Butch secoua la tête. Je n'ai pas besoin de comprendre. Pour moi, le pardon est devenu impossible au moment où je l'ai découvert. Je ne reprendrai jamais quelqu'un qui m'a menti comme ça. C'est pourquoi je ne m'en suis pas du tout soucié quand je lui ai dit de profiter de sa vie et que je suis parti. Elle est toujours avec ce type, mais le comble, c'est qu'il est retourné avec sa femme et ne la quittera pas. Et tu sais quoi? Ça convient parfaitement à Martha. Il esquissa un sourire narquois, son ton dégoulinant d'amertume. Je ne lui ai rien donné lors du divorce, pas d'argent, pas d'actifs. Elle voulait une pension alimentaire, mais j'ai clairement fait comprendre que je préférerais mourir plutôt que de lui donner un seul centime. Finalement, elle a réalisé que me quitter était plus important que de me prendre quoi que ce soit. Après avoir terminé sa deuxième bière, Butch se pencha en arrière dans sa chaise et m'étudia attentivement. Mais assez parlé de moi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu sembles intéressé par tous les signes avant-coureurs. Je suppose que c'est parce que tu as remarqué quelque chose de similaire dans ton propre mariage, n'est-ce pas? J'hésitais, mais son intuition était trop juste pour que je puisse le nier. Oui, admis-je. Ce n'est pas surprenant, je suppose, étant donné la proximité entre Martha et Delia. Je pense que l'infidélité est contagieuse comme une maladie, et Delia l'a peut-être attrapée de Martha. Je dois comprendre ce qui se passe. Les signes que tu as mentionnés et l'irritabilité, le silence, les absences inexpliquées, ils sont tous là depuis un moment. Notre intimité a pratiquement disparu, réduite à de rares moments mécaniques. Je soupçonne quelque chose depuis longtemps. Butch hocha la tête en connaissance de cause. Tu n'as pas tort. Ce sont les signes classiques. C'est devenu impossible à ignorer, continuai-je. Malgré mes efforts pour la prendre sur le fait, elle a été prudente, ou peut-être que quelqu'un l'aide à couvrir ses traces. J'ai l'impression de me noyer et de m'accrocher à des brindilles, essayant de recueillir suffisamment de preuves pour me protéger si jamais ça va jusqu'au divorce. Eh bien, tu es venu au bon endroit, dit Butch avec un sourire malicieux. Laisse le vieux Butch t'aider. Nous allons élaborer une stratégie pour la prendre sur le fait. Nous avons commencé à réfléchir à un plan pour exposer l'infidélité de Delia, mais en vérité, nous avons surtout bu. Après quelques bouteilles de bière supplémentaires, j'ai ressenti un sentiment de soulagement pour la première fois depuis longtemps. J'avais quelqu'un à qui me confier. Alors que je me confiais à Butch, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Lorsque nous avons terminé, il était tard dans la soirée. Je suis rentré en titubant, à peine capable d'ouvrir la porte du garage. Le poids de ma confession et l'alcool pesaient lourdement sur moi.
Je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. La porte s'ouvrit brusquement et elle était là, ma femme Dilia, se tenant dans l'embrasure, les mains sur les hanches. Son expression ne pouvait être décrite que comme de la pure fureur. « Alors tu as enfin décidé de rentrer, et ivre en plus, dit-elle, la voix pleine d'accusation. Que as-tu à dire pour ta défense ?» Je la saluai sarcastiquement, essayant de masquer ma nervosité. « Eh bien, bonjour ma chère épouse, m'as-tu patiemment attendu, moi, ton mari dévoué, ou as-tu trouvé quelqu'un d'autre pour passer le temps ?» Sa colère était palpable, mais dans mon état d'ivresse, je ne pouvais pas pleinement la saisir. Elle ne répondit pas à ma provocation, au lieu de cela, elle tourna les talons et s'engouffra dans le couloir en direction de notre chambre. Je fermai la porte derrière moi et m'adossai contre elle, essayant de me stabiliser. Quand les vertiges se dissipèrent, je verrouillai la porte et me dirigeai vers la cuisine pour un café ô combien nécessaire. Même dans mon terrible état, pour la première fois depuis des années, je ressentis une étrange sensation de détente, comme si j'avais commencé à lâcher prise sur quelque chose que je retenais depuis trop longtemps. J'essayai de me verser une tasse de café, mais après en avoir renversé plusieurs fois, j'abandonnai et m'enfonçai dans une chaise, la tête posée sur la table. Je me laissai respirer. Après un court repos, je rassemblai assez de force pour aller me coucher, mais quand le soleil du matin perça à travers les stores, je réalisai que j'avais passé la nuit entière à me reposer au même endroit. La raideur dans mon dos, un rappel brutal de mon corps vieillissant, me força à admettre à quel point j'avais été mal à l'aise. Alors que je me levais avec difficulté, j'entendis la voix de ma femme de l'autre bout de la pièce. « Tu devais être vraiment ivre, taquina-t-elle. Malheureusement pour toi, aujourd'hui tu devras faire face aux conséquences de ton alcoolémie. Es-tu sûr d'être prêt à me parler ?» Je n'avais aucune envie d'engager la conversation avec elle, surtout pas dans mon état actuel. Au lieu de cela, je me dirigeai vers la salle de bain pour prendre une douche et me vider la tête. Alors que l'eau chaude me cascadait dessus, je sentis une bouffée d'énergie me revenir lentement. Au moment où je sortis de la douche, je pouvais me tenir droit et mon esprit me semblait plus clair. Ce sont des moments comme ceux-là qui me rappelaient pourquoi je buvais rarement. Une fois de plus, je fis le vœu de m'abstenir à l'avenir. Mais à mesure que la sobriété s'installait, mes pensées retournèrent à ma conversation de la veille. Dilia et moi étions mariés depuis plus de 9 ans, mais nous n'avions jamais pu fonder une famille. Dilia était incapable de concevoir, et elle n'avait jamais voulu envisager l'adoption. Cette tension non résolue avait créé des fissures dans notre relation. Malgré les difficultés, j'avais cru pendant des années que nous pourrions les surmonter. Cependant, les derniers mois avaient été insupportablement stressants. Dilia était constamment en colère, trouvant toujours des raisons de me critiquer. Elle était également devenue distante, tant émotionnellement que physiquement. Notre vie amoureuse, jamais particulièrement passionnée au départ, s'était complètement détériorée après que nous ayons découvert son infertilité. La dernière fois que nous avions été intimes, c'était il y a plus de 3 mois, et même à ce moment-là, l'expérience avait été froide et déconnectée. Alors que je réfléchissais à tout cela, je commençais à comprendre pourquoi tout avait changé. 1 heure plus tard, je retournai à la cuisine, désirant ardemment le café que j'avais manqué la nuit précédente. L'arôme familier de la cafetière apporta un sentiment de normalité, mais mon humeur s'assombrit dès l'instant où je vis Dilia assise à table. Je savais qu'il faudrait plus que du café pour me remonter le moral. « S'il te plaît, donne-moi juste une tasse de café avant de commencer à me critiquer, » dis-je en essayant de paraître calme. « J'ai besoin de quelque chose pour me réveiller. »« Si c'est si dommage que tu te sois humilié la nuit dernière, » répondit-elle sèchement. « Si tu avais été à la maison, où est ta place, peut-être ne te sentirais-tu pas si misérable aujourd'hui. » Je serrai la mâchoire pour m'empêcher de dire quelque chose que je pourrais regretter. Au lieu de cela, je restai silencieux. « Peter Burke, » dit-elle soudain, le ton accusateur. « Où étais-tu la nuit dernière, et avec qui ?»« J'étais avec Butch Cassidy, » répondis-je d'un ton neutre. « Tu te souviens de lui ? C'est le gars dont la femme l'a trompé avec un homme avec qui elle couche encore. »« Tu te trompes, » claqua-t-elle. « Martha ne l'a pas trompé en premier, c'est Butch qui a été infidèle. Martha en a juste eu marre et a décidé de passer à autre chose. Elle et Jacques n'étaient que des amis, tout était de la faute de Butch. » Je ne pus m'empêcher de rire de sa naïveté. Martha lui avait clairement servi un tas de mensonges, et Dilia avait cru chaque mot. J'étais prêt à rétablir les faits. « C'est vraiment ce qu'elle t'a raconté ?» demandai-je, ma voix dégoulinante de sarcasme.
Jacques Masson n'était qu'un ami? Tu es la seule assez stupide pour croire ça. Tout le monde connaît la vérité à son sujet. Ce n'est pas vrai, protesta Delia, la voix montant. Martha n'a couché avec lui qu'une seule fois avant le divorce. Elle essayait de rendre Butch jaloux parce qu'il était si irrationnel. Finalement, elle n'a plus pu supporter son infidélité et a décidé de mettre fin au mariage. Je secouai la tête. C'est une belle histoire, mais ce n'est pas la réalité. Martha avait une liaison avec Jacques Masson depuis plus de 7 mois avant que Butch ne le découvre. Quand il l'a finalement confrontée, elle ne l'a pas nié. En fait, elle a accepté volontiers de partir. Elle fit ses valises et déménagea le jour même. Pas d'excuses, pas d'explications, rien. Mais le plus fort, c'est que Jacques n'a jamais quitté sa femme, même après tout ça. Martha n'était rien de plus qu'une maîtresse pour lui. L'expression de Delia changea, sa confiance vacilla et je pus voir l'inquiétude sur son visage. Il était clair que Martha l'avait trompé, inventant une histoire pour se faire passer pour la victime. Butch, en revanche, avait affronté la vérité de front. Quand il réalisa que leur mariage était irrémédiablement endommagé, il lui fit clairement savoir qu'il ne lui pardonnerait jamais. Martha ne semblait pas s'en soucier. Elle espérait une pension alimentaire, mais Butch l'avait averti de ne pas prendre la peine de demander. Il lui avait dit qu'il préférerait quitter son emploi et vivre des prestations sociales plutôt que de lui donner un seul centime. Martha avait déjà épuisé toutes ses économies, continuai-je, ma voix calme mais incisive. Quand il n'y eut plus rien d'autre que la maison, Butch la lui céda, ainsi que l'hypothèque. Elle la vendit pour payer un avocat, mais même là, elle ne sembla pas s'en soucier. Son amant, Jacques, prenait en charge ses dépenses et payait même son appartement. Je marquai une pause, regardant Delia. Cet appartement, d'ailleurs, c'est celui que tu as visité si souvent. Le visage de Delia pâlit. Elle resta assise, stupéfaite, comme si je venais d'annoncer que nous perdions notre propre maison. Je voulais rire de sa réaction, mais je me retins. La situation était trop sérieuse pour cela. L'appartement, il s'avéra, appartenait en fait à Jacques Masson. Il le gardait comme un endroit pratique pour loger sa maîtresse. Cela fonctionnait bien pour lui, elle obtenait un loyer gratuit et il avait des rendez-vous intimes quand il le voulait. En plus de cela, il avait habilement déduit l'appartement comme dépense professionnelle. Je ne pus m'empêcher de rire de l'absurdité de tout cela, surtout quand je vis l'expression choquée de Delia. Il était clair que Martha l'avait entièrement trompé. Mais voici le fait, toute femme qui trompe son mari est une idiote. Si elle n'a pas le courage de parler ouvertement à son mari de ses griefs avant de se tourner vers l'infidélité, elle ne mérite pas d'être mariée à lui. Si elle est en colère, elle devrait envisager un divorce, pas recourir à la trahison et ensuite blâmer son mari pour tout. Les actions de Martha étaient dégoûtantes, et peu importe à quel point j'essayais de comprendre son processus de pensée, il était clair pour moi qu'elle était entièrement en tort. Je voulais voir comment Delia réagirait à mes remarques incisives, alors j'ajoutai, ma chère femme, si jamais tu faisais quelque chose comme ça, je divorcerais de toi immédiatement, sans hésitation. Et ne te donne pas la peine de trouver des excuses, car il n'y en a aucune. Rien ne pourrait justifier une telle trahison. Sur ce, je me levai, pris ma tasse de café maintenant froide et quittai la cuisine. Je me retirai au garage où mon petit atelier était aménagé, avec une radio et une télévision portable. Assis sur un tabouret, je commençai à réfléchir. J'avais exposé la vérité sur Martha à Delia, démasquant les mensonges qu'elle avait ingérés. J'avais aussi rendu ma position sur l'infidélité parfaitement claire. En même temps, je voulais lui instiller une certaine peur pour la forcer à réfléchir attentivement à ses prochaines actions. Si Delia me trompait vraiment, comme je le soupçonnais fortement, alors elle travaillerait maintenant encore plus dur pour cacher les preuves. Et pourtant, en la forçant à se mettre sur la défensive, j'avais obtenu un avantage. Malgré sa confiance que je ne savais rien, j'en savais assez. Quelque chose n'allait décidément pas, et je pouvais prédire son prochain mouvement. Étonnamment, cette réalisation me laissait indifférent. L'état de délabrement de notre mariage ne me remplissait plus d'effroi. Au lieu de cela, je ne ressentais rien. Alors que j'étais assis là, explorant mes émotions, cela me frappa, j'avais vécu avec la version de Delia, la femme amère et distante qu'elle était devenue, pendant si longtemps que je ne m'en souciais plus. L'amour avait disparu. Je passai le reste de la matinée dans le garage avant d'appeler Butch vers 10 heures pour organiser une rencontre. Nous avions prévu de nous retrouver au coin d'une rue. À 13 heures,
je lui ai demandé d'apporter la nouvelle voiture qu'il venait d'acheter, une que personne n'avait encore vue. J'en avais besoin pour observer discrètement Dilia si elle décidait de quitter la maison. Butch a trouvé que c'était un plan solide et nous avons convenu de nous retrouver. Quand la sonnette a retenti vers l'heure du déjeuner, je suis retourné dans la maison. À ma grande surprise, un repas m'attendait sur la table, quelque chose que Dilia n'avait pas fait depuis plus de 3 mois. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi maintenant. Qu'est-ce qui explique ce changement soudain? Tu es fâché contre moi, ai-je demandé à moitié en plaisantant. Si je ne te connaissais pas mieux, je dirais que tu te sens coupable. Dilia sourit faiblement, bien sûr que non. J'ai juste remarqué que tu avais l'air fatigué et j'ai pensé qu'un bon repas te ferait du bien. C'est peut-être à cause d'hier soir. Eh bien, quelle qu'en soit la raison, merci, dis-je en gardant un ton neutre. Au fait, j'ai rendez-vous avec quelqu'un cet après-midi, donc je ne serai probablement pas à la maison la majeure partie de la journée. Son front se plissa légèrement. Qui rencontres-tu? Aujourd'hui c'est samedi, pourquoi aurais-tu un rendez-vous? Juste un ami, dis-je nonchalamment. Rien de spécial, c'était un arrangement de dernière minute, mais crois-moi, il n'y a rien à craindre. C'est juste étrange que tu doives rencontrer quelqu'un un samedi, répondit-elle, son ton sceptique. Dilia, es-tu en train de suggérer que je fais quelque chose que je ne devrais pas, ai-je demandé en haussant un sourcil. On dit que les coupables soupçonnent toujours les autres. Bien sûr que non, s'exclama T.L., un peu trop vite. Je ne t'accuse de rien, je suis juste curieuse. Je me suis adossé, l'observant attentivement. Tu as des projets aujourd'hui, demandai-je. Elle hésita, puis se tourna vers l'évier, faisant semblant de s'occuper. Non, dit-elle après une pause. Je vais rester à la maison. J'ai des choses à finir, comme la lessive. Après une autre longue pause, elle ajouta, oh, et je prévois de regarder un nouveau film avec Martha ce soir. Ah, voilà. La vérité avait éclaté. Elle rencontrait son amant secret aujourd'hui. Comme c'était pratique. Je n'ai pas pu résister à la taquiner un peu, alors j'ai ajouté, tu comptes la rejoindre pour le frisson? Sa réaction fut immédiate. Elle se retourna, le visage rougi de colère ou était-ce de culpabilité? Ne sois pas ridicule, lança-t-elle. Mais sa colère semblait forcée. Elle n'avait pas l'air offensée, elle avait l'air coupable, et cette culpabilité m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous avons terminé le déjeuner en silence et, après avoir rangé, j'ai enfilé une belle chemise et un pantalon pour me préparer à mon rendez-vous avec Butch. Dilia me regardait partir mais ne dit pas un mot. Je me suis rendu au dépanneur où Butch et moi avions convenu de nous retrouver. Après avoir garé ma voiture dans la cour arrière pour ne pas être remarqué, je suis entré et j'ai acheté un sac d'eau froide. Puis je suis monté dans la voiture de Butch. Allons à la rue Madison et surveillons sa maison un moment, ai-je suggéré. Elle prétend qu'elle sera à la maison toute la journée, mais j'aimerais voir par moi-même. Butch et moi nous sommes garés dans une rue latérale qui croisait la mienne, nous positionnant de manière à pouvoir observer la maison. Nos yeux sont restés fixés sur l'énorme Ford Expedition de Dilia, un véhicule bien trop grand pour quelqu'un qui n'avait pas de travail ni de réel besoin de transporter quoi que ce soit. Nous nous sommes détendus avec quelques boissons gazeuses en attendant, bavardant tranquillement. J'ai partagé avec Butch les détails de ma conversation précédente avec Dilia, et il a trouvé cela amusant. Il soupçonnait, comme moi, qu'elle cachait quelque chose, mais nous avions besoin de confirmation. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et Dilia est sortie de la maison. Elle a marché d'un pas rapide vers le VUS et est montée à l'intérieur. Nous nous sommes instinctivement bais. C'est alors qu'elle passait, nous gardant hors de vue. À l'intersection avec la rue Madison, elle a tourné à gauche vers la ville. Butch a démarré la voiture et a suivi à distance, en prenant soin de ne pas s'approcher trop. Après environ 10 minutes, Dilia s'est engagée dans le parking d'un restaurant dans un quartier inconnu de la ville. Butch est passé devant le restaurant, se garant discrètement à une station-service de l'autre côté de la rue. De notre point d'observation, nous pouvions voir son VUS garé au bord du parking, mais elle n'est pas sortie. Elle est restée assise là, immobile, à attendre. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, puis j'ai remarqué une autre voiture entrer dans le parking et se garer à côté d'elle. Je ne pouvais pas distinguer le conducteur depuis notre angle, mais j'ai vu Dilia sortir de son VUS et traverser jusqu'à l'autre voiture. Malheureusement, un grand véhicule garé à proximité a bloqué ma vue sur ce qui s'est passé ensuite.
Juste au moment où j'allais demander à Butch de déplacer la voiture pour une meilleure vue, le VUS de Dilia a reculé du parking et est parti à toute vitesse dans la direction opposée. Nous avons rapidement rejoint la circulation, essayant de la suivre, mais elle a disparu dans la ville avant que nous puissions la rattraper. Frustré et me sentant vaincu, j'ai demandé à Butch de me ramener là où ma voiture était garée. Quand il a demandé quelles seraient mes prochaines étapes, j'ai simplement haussé les épaules et lui ai dit que je verrais au fur et à mesure. Butch a exprimé sa sympathie et j'ai apprécié son soutien, mais au fond de moi, j'étais dévasté. La réalité que mon mariage était vraiment terminé m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Malgré la douleur émotionnelle, je me suis rappelé les difficultés que j'avais endurées pendant des années, une rupture, aussi douloureuse soit-elle, serait probablement pour le mieux. Plus tard ce soir-là, après mûre réflexion, j'ai décidé de retourner au restaurant. Cette fois, j'ai garé ma voiture un peu plus loin, là où je pouvais observer discrètement le parking. J'ai regardé les véhicules aller et venir et, finalement, je l'ai vu revenir. Dilia est montée dans son VUS, a démarré le moteur et s'est préparée à partir. Je voulais que ce moment soit définitif, la confronter, ne serait-ce qu'indirectement, à propos de sa trahison. J'ai démarré ma voiture, me suis arrêté à côté d'elle et j'ai fait une pause. Je n'ai rien dit, je ne suis pas sorti. Je suis resté assis là, à la regarder. Quand ses yeux ont rencontré les miens, son expression a tout dit, choc, culpabilité et panique, tout à la fois. J'ai laissé le moment s'imprégner pour elle avant de partir calmement, sans jamais regarder en arrière. Je n'étais pas intéressé par les confrontations dramatiques ou les rituels de rupture compliqués. Il n'y aurait pas de cris, pas d'affaires emballées dans des cartons, pas de fermeture de compte joint. À ce moment-là, je n'avais même pas la force de planifier mes prochaines étapes. La découverte de son infidélité m'a laissé vide et nauséeux. Paradoxalement, la fin de quelque chose, même quelque chose de douloureux, peut encore apporter une profonde tristesse. Malgré tout, l'effondrement de nos 9 ans de mariage faisait mal. Même si mes sentiments pour Dilia s'étaient estompés avec le temps, ces années avaient été une partie importante de ma vie. Perdre ce lien, aussi tendu soit-il devenu, était indéniablement déprimant. Je me suis assis dans la salle familiale, attendant ce que je savais allait arriver, notre inévitable confrontation. J'avais déjà clairement exprimé ma position, il ne pouvait y avoir de pardon pour l'infidélité. Je me demandais quelle approche Dilia adopterait, nierait-elle tout en bloc? Essaierait-elle de minimiser l'importance de sa trahison? Seul le temps révélerait ses véritables intentions. Le bruit de son VUS entrant dans le garage annonça son arrivée. J'entendis le moteur rugir alors qu'elle restait au ralenti un instant, probablement pour rassembler ses pensées. Peut-être Dilia sentait-elle qu'il manquait quelque chose dans notre relation, quelque chose qu'elle ne pouvait pas s'admettre à elle-même. Peut-être pensait-elle que j'étais en quelque sorte inférieur ou que je ne répondais plus à ses attentes. Elle avait peut-être cherché ce divertissement pour compenser l'ennui qu'elle ressentait à la maison, cherchant quelqu'un d'autre pour lui apporter l'excitation qu'elle pensait mériter. Lorsque la porte s'ouvrit, Dilia se précipita à l'intérieur en m'appelant. Elle me trouva rapidement dans le salon, mais s'arrêta net en me voyant assis en silence. Pendant un instant, elle resta là, simplement à me regarder, s'attendant probablement à ce que j'explose en une dispute. Au lieu de cela, je suis resté exactement où j'étais, refusant même de reconnaître sa présence. C'était son problème, pas le mien. C'était elle qui avait fait l'erreur, pas moi. Pourquoi devrais-je m'expliquer alors que c'était sa trahison qui avait causé toute cette douleur? Dilia hésita, puis s'approcha prudemment de moi. Elle s'arrêta à mi-chemin, comme incertaine de son prochain mouvement. Quand elle tenta de s'asseoir à côté de moi, mon regard perçant la fit s'arrêter. Elle changea de direction et prit place sur une chaise voisine à la place. Je me suis adossé sur le canapé, les bras croisés, et j'ai attendu qu'elle parle. Ce n'est pas ce que tu penses, commença-t-elle, la voix tremblante. Je ne sais pas pourquoi ni comment tu as fini là, mais je te promets que ce n'est pas ce que tu penses. J'ai ricané. Comment peux-tu savoir ce que je pense? Tu ne me connais plus assez pour supposer quoi que ce soit. Ma voix était calme mais froide, chaque mot mesuré. Elle se déplaça inconfortablement, la gravité de sa situation finissant par s'ancrer en elle. Peut-être pensait-elle qu'elle pourrait s'en tirer, que je ne découvrirais pas son infidélité, mais j'avais découvert, et maintenant elle était acculée. J'étais là parce que je te surveillais, dis-je simplement, brisant le silence. Butch et moi t'avons suivi.
Nous avons tout vu, comment tu es monté dans la voiture de cet homme et est parti avec lui. C'est toute la preuve dont j'ai besoin. Son visage s'affaissa. Les larmes commencèrent à... Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle essayait de se défendre. Tu te trompes, rien de tout ça n'est vrai, ce n'est pas ce que ça paraît. Je te jure que je ne t'ai pas trompé. Je suis désolé. Mais je ne peux pas te croire, dis-je, imperturbable. Tu parles exactement comme ton amie Martha, une autre menteuse et tricheuse qui a essayé de convaincre tout le monde de son innocence. Tu m'as dit que tu resterais à la maison pour faire la lessive, et pourtant tu es monté dans la voiture d'un autre homme. Tu veux me dire qui t'a appris ce comportement? Martha, peut-être? Elle sanglota plus fort, ses mots s'échappant dans une tentative désespérée de me convaincre. Tu te trompes, je n'ai rien fait de mal, je ne mens pas. Je secouai la tête, ma voix inébranlable. Pendant des mois, tu as cherché des disputes avec moi, rendant ma vie misérable avec tes critiques constantes et tes reproches. Tu m'as éloigné émotionnellement et physiquement. Tu as complètement cessé de vouloir de l'intimité, et maintenant il est clair pourquoi, tu te justifiais ta trahison, n'est-ce pas? Tu voulais plus, et tu es allé le chercher. Ses sanglots se transformèrent en hoquets tandis qu'elle secouait violemment la tête. Non, ce n'est pas vrai, tu déformes tout. Je ne te trompe pas, je le jure. Alors pourquoi étais-tu dans la voiture d'un autre homme pendant plus d'une heure et demie, exigeai-je. Pourquoi as-tu menti en disant que tu restais à la maison? Pourquoi t'es-tu éloigné de moi? Pourquoi as-tu cessé d'être proche de moi? Pourquoi? Ma voix s'éleva à chaque question, mais je m'interrompis, attendant sa réponse. Elle serra ses bras étroitement autour d'elle, se balançant d'avant en arrière, les yeux fixés sur le sol. Son visage était l'image de la détresse, sans défense et vulnérable. Elle essaya de parler, mais les mots étaient étouffés par les sanglots, ne sortant que par fragments brisés. Ce n'est pas juste, tu ne comprends pas, tu te trompes. Mais je n'en voulais rien entendre. Je ne te crois pas, dis-je froidement. Tu m'as déjà menti une fois, et maintenant tu essaies de me convaincre de ton innocence. Si tu peux me mentir une fois, tu peux me mentir encore et encore. C'est ce que je crois maintenant. Dilia s'effondra complètement, gémissant et pleurant, incapable de former des phrases cohérentes. Sans temps pour préparer un mensonge, elle semblait incapable de fabriquer une excuse plausible. Son incapacité à se défendre ne fit que renforcer ma détermination. Je vais faire mes affaires et partir, dis-je calmement, en me levant. Demain matin, à la première heure, j'appellerai Harold Foley et entamerai la procédure de divorce. Tu devras engager ton propre avocat, car Harold travaille pour moi. À mes mots, Dilia se leva d'un bond, agitant frénétiquement les mains en signe de dénégation. Non, non, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît, écoute-moi juste. Je restai où j'étais, les bras croisés. J'en ai assez d'écouter des mensonges, dis-je en secouant la tête. Mais alors, quelque chose en moi changea. C'était peut-être de la curiosité, peut-être de la pitié, ou peut-être qu'après 9 ans de mariage, je sentais que je lui devais une dernière chance de s'expliquer. Je soupirai et me rassis. Bien, dis-je, mon ton sévère. Tu as 5 minutes. Dis-moi tout. Mais sois clair, si je surprends un seul mensonge, c'est fini entre nous. Plus de seconde chance, plus de tromperie. C'est ta seule opportunité. Dilia hocha la tête frénétiquement, faisant les 100 pas dans la pièce tandis qu'elle essayait de sembler ses pensées. Elle semblait paniquée, son esprit cherchant désespérément un moyen de sauver la situation. Ses pas s'arrêtèrent, et elle admit finalement, il s'appelle Philippe Tartan. Il travaille avec Jacques Masson. Bien que je sois préparé à entendre sa confession, la révélation me frappa comme un train de marchandises. L'idée qu'elle était non seulement impliquée avec Philippe, mais aussi partie du cercle de tromperie de Martha, me laissa chancelant. Ma vision se brouilla, et un instant, je sentis une rage brûlante bouillir en moi. Martha couche avec Jacques et toi tu couches avec Philippe, lâchez-je. On dirait que les bonnes amies se soutiennent toujours, n'est-ce pas? Depuis combien de temps ça dure? Est-ce que Martha te l'a présenté? Ma voix s'élevait à chaque mot, emplie de colère et de trahison. Incapable de rester assis, je me levai et commençai à faire ma valise. Sa voix devint un brouillard sonore tandis que je l'ignorais complètement. Elle essaya de me saisir le bras, mais je me tournai vers elle avec un regard si féroce et implacable qu'elle recula.
Pour la première fois en 9 ans de mariage, elle sembla réellement effrayée par moi, et honnêtement, je ne pouvais pas le lui reprocher. Je ne peux plus écouter ça, dis-je, ma voix ferme mais tremblante d'émotion. Je pensais pouvoir, mais c'est trop. Recule et tais-toi. Je fonçai dans le couloir vers notre chambre, attrapant mon sac de voyage au passage. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable tandis que j'ouvrais les tiroirs, jetant des vêtements à l'intérieur sans ménagement. Dans la salle de bain, j'attrapai un sac en plastique, y jetai mes articles de toilette et le fermai. Ma rage rendait la concentration difficile, mais je savais que je devais partir. Je devais sortir avant de perdre complètement le contrôle. D'une manière ou d'une autre, je réussis à atteindre la porte d'entrée. Je jetai mon sac sur les marches et agrippai la rampe, essayant de me stabiliser. Dilia apparut dans l'embrasure de la porte, son expression un mélange de peur et de panique. Sa voix tremblait tandis qu'elle me suppliait de rester, mais ses mots tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Ma décision était prise, rien de ce qu'elle pourrait dire ne changerait cela. Je passai devant elle et entrai dans le garage, chargeant mes affaires dans la voiture tandis qu'elle me suivait, me suppliant de reconsidérer ma décision. Ses protestations étaient incessantes, mais je refusais d'écouter. Je montai sur le siège du conducteur, démarrai le moteur et partis sans un regard en arrière. Tandis que la maison disparaissait dans mon rétroviseur, j'expirai enfin, relâchant le souffle que j'avais retenu pendant ce qui semblait être des années. Ma poitrine se sentit plus légère, et pour la première fois depuis des mois, je sentis la tension commencer à se relâcher. Mais la tristesse persistait, un vide profond et douloureux laissé par la fin de notre mariage. Je me garai sur le bas-côté et appelai Butch. J'avais besoin d'un endroit pour passer la nuit, et son appartement semblait la meilleure option. Il répondit après quelques sonneries, et j'expliquai la situation. Sans hésitation, il me dit de venir. Quand j'arrivai, Butch me salua d'un haussement d'épaule, comme s'il s'était attendu à cette issue depuis le début. Autour de quelques bières, je lui racontai ma confrontation avec Dilia. Il ne fut pas surpris quand je mentionnai Philippe. « Je connais le gars, dit Butch. C'est le bras droit de Jacques. On dirait qu'ils se servent tous les deux de nos situations pour leur propre divertissement. » Il n'était pas facile de maintenir ma colère sans m'épuiser complètement, mais parler à Butch m'aida à garder les pieds sur terre. Je me rappelais que tôt ou tard la vérité ferait surface et que j'aurais la clarté nécessaire pour aller de l'avant. Le lendemain matin, je me réveillais avec l'impression d'avoir livré un combat de 10 rounds et d'avoir perdu. Butch avait des courses à faire, alors il me dit de me sentir chez moi. Après m'être nettoyé et avoir mis un jean et un t-shirt, je fouillai dans la cuisine et me préparai un simple sandwich aux œufs. Ce n'était pas gastronomique, mais ça fit l'affaire. Je sirotai une tasse de café, essayant de réfléchir à mes options, quand le téléphone sonna. Un instant, j'hésitai, puis, espérant que c'était Butch, je décrochai. « Salut mon pote, dit Butch. Comment ça va? Tu as déjà mangé? » Pas mal, répondis-je, esquissant un petit sourire. Merci de demander. J'ai mangé un sandwich aux œufs et pris une douche, je me sens un peu plus humain maintenant. Content de l'entendre, dit-il, mais son ton changea tandis qu'il continuait, écoute, j'ai parlé à Martha ce matin. Je soupirai, sentant déjà la frustration monter. Pourquoi as-tu fait ça, Butch? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien avoir à dire qui changerait quoi que ce soit? Ne te fâche pas, écoute-moi, dit-il. Je voulais mieux comprendre la situation. Écoute, je sais que tu ne lui fais pas confiance au bon sang, moi non plus d'ailleurs, mais elle m'a dit quelque chose qui pourrait valoir la peine d'être entendu. Je pense que tu devrais appeler Dilia et lui donner une chance de s'expliquer. Je grognai. Butch, elle m'a trompé. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Rien de ce qu'elle dira ne défera ça. Écoute, je comprends, répondit-il. Mais en tant qu'ami, je te dis que tu dois l'écouter. Si c'était moi, je voudrais avoir la chance d'entendre toute l'histoire, même si je ne croyais pas un mot. Parle-lui juste. Si après ça tu ressens toujours la même chose, alors d'accord, nous trouverons les prochaines étapes ensemble. Je restai silencieux, ruminant les mots de Butch. Il n'avait pas tort, obtenir des réponses pourrait m'aider à faire la paix avec la situation, même si cela ne changeait pas l'issue. Mais au fond de moi, je soupçonnais Dilia et Martha d'avoir déjà concocté une histoire élaborée pour couvrir leurs traces. Pourtant, je savais que je devais lui donner l'opportunité, ne serait-ce que pour clore ce chapitre une fois pour toutes. Avec un lourd soupir,
je pris mon café et entrai dans la petite pièce de rechange pour passer l'appel. L'appartement de Butch était modeste, un espace de 2 pièces avec une cuisine, une table à manger et un salon improvisé. J'avais dormi sur le canapé la nuit précédente, car la deuxième pièce était plutôt un bureau à domicile, elle n'avait qu'un téléphone, un ordinateur et une bonne chaise de bureau, ce qui, étonnamment, me mettait aussi à l'aise que si j'étais au travail. Ce matin-là, je m'assis sur la chaise, fixai le téléphone un instant, et composai finalement le numéro de Delia. « Bonjour », sa voix était prudente. « Salut Delia, c'est moi, dis-je. Je suis désolé pour hier soir, mais je devais partir avant de faire quelque chose que je regretterais. »« Peter, Dieu merci. »« Je ne savais pas où tu étais, » répondit-elle, la voix tremblante de soulagement. « J'ai appelé Martha, j'ai appelé Butch, il ne voulait rien me dire, il a juste dit qu'il te ferait passer un message. J'ai été si inquiète. »« Oui, Butch m'a dit que tu avais essayé de l'appeler, » dis-je calmement. « Mais laisse-moi deviner, toi et Martha avez inventé une histoire pour que Butch me la transmette, n'est-ce pas? Vous vouliez qu'il me convainque de t'appeler. »« Peter, ce n'est pas vrai. » protesta-t-elle. « S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse parler. Nous devons discuter de tout. Tu es parti si brusquement hier soir, je n'ai même pas eu le temps de m'expliquer. » Je pris une profonde inspiration, ma voix froide et ferme. Vos actions hier soir en disaient long. Toi et Martha, il est clair que vous étiez impliqués avec ces gens. Je pense que tu es lié à Philippe, le bras droit de Jacques. On dirait une sorte de récompense, un petit arrangement pour vous deux. Peut-être que vous vous relayez pour rester dans cet appartement, qui sait? Non, Peter, non, ce n'est pas le cas. Plaida-t-elle. Je n'ai pas eu de relation physique avec lui. Je ne t'ai jamais trahi de cette manière, jamais. Tu es le seul homme avec qui j'ai été depuis notre mariage. Tu dois me faire confiance. Je suis désolé, dis-je sans ménagement, mais c'est difficile de te croire. Tu étais avec lui samedi après-midi pendant plus d'1 heure et demie, seul dans sa voiture. Je n'ai pas pu te suivre pour voir où vous étiez allé, mais je suppose que c'était un endroit privé où vous pouviez être seul. Tu étais sur la banquette arrière de sa voiture, probablement dans un parking. À l'autre bout du fil, je l'entendis commencer à pleurer. Le son de ses sanglots aurait dû m'attendrir, mais je restais rigide, inflexible. Je savais que j'étais cruel, mais quand quelqu'un vous blesse profondément, il est difficile de ne pas riposter. C'est mon excuse, pensais-je, elle m'a blessé la première. Peter, s'il te plaît, supplia-t-elle à travers ses larmes, tu dois rentrer à la maison et me parler. J'ai besoin de toi. Si après qu'on ait parlé tu ne me crois toujours pas, tant pis, mais au moins donne-moi une chance d'expliquer ce qui s'est passé. J'hésitais, tiraillé entre ma fierté et le faible espoir que, peut-être, juste peut-être, il y avait un moyen de sauver cela. Contre ma meilleure intuition, je cédai. D'accord, dis-je en expirant brusquement. Je serai de retour dans 1 heure. Tu pourras dire tout ce que tu as à dire. Au revoir. En raccrochant, je ne pouvais pas entièrement comprendre pourquoi j'avais accepté d'y aller. Peut-être était-ce la tentation de la confronter de nouveau, de l'entendre admettre ouvertement ses torts, ou peut-être était-ce le faible espoir que je me trompais, que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Même si la logique me disait le contraire, une partie de moi, enfouie au plus profond de mon subconscient, s'accrochait à la possibilité que nous puissions encore arranger les choses. Vers près de 23 heures, je me garai dans l'allée de la maison que nous partagions depuis près d'1 décennie. Assis là, fixant la maison de plein pied de style ranch qui m'était familière, je ressentis une vague d'émotions mitigées. Ce n'était pas la plus somptueuse des maisons, mais elle était spacieuse, avec plusieurs chambres, un salon et une salle à manger formelle, un petit bureau et une immense salle familiale. La cuisine, avec son coin repas chaleureux, donnait sur la piscine hors sol. Je repensais à la façon dont, la veille encore, le soleil se reflétant sur la piscine m'avait réveillé. Cela semblait une éternité. Soupirant, je sortis de la voiture et m'approchai de la porte d'entrée. En passant devant les arbustes envahis, je réalisai à quel point la cour était devenue négligée. J'entrais rarement par l'avant, d'habitude, je passais par le garage. Mentalement, je notais qu'il fallait que j'appelle un service d'aménagement paysager, bien que je doutais d'être là pour voir le travail terminé. Je sonnai. Après un instant, Delia ouvrit la porte, ses yeux s'écarquillèrent, clairement surprise de me voir là. « Peter, pourquoi es-tu à la porte d'entrée ?
Tu n'utilises jamais cette entrée. Pourquoi n'es-tu pas entré par le garage comme d'habitude? Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle, son ton un mélange de curiosité et d'inquiétude. Je la regardai, me sentant détaché, et répondis, je n'ai plus l'impression d'appartenir à cet endroit. Tout semble différent maintenant, étranger, surtout toi. Son visage s'adoucit. Peter, s'il te plaît, entre. Parlons. Rien n'a changé, tout est comme avant. Nous avons juste besoin de parler et de faire un effort, c'est tout. S'il te plaît. J'entrai dans la maison, mais quelque chose clochait. Debout dans le couloir, je regardais autour de moi comme si je la voyais pour la première fois. Les meubles, les décorations, tout semblait étranger, comme si cela appartenait à quelqu'un d'autre. Mes yeux s'attardèrent sur la table à manger, dressée avec des sets de table et un grand centre de table floral. Le salon, parfaitement agencé avec un canapé d'angle et des meubles assortis, semblait trop parfait, trop mis en scène. Delia se tenait à proximité, dans une robe d'été jaune qui accentuait sa peau bronzée et ses traits délicats. Elle était toujours aussi magnifique, cela ne faisait aucun doute. Mais sa beauté ne faisait que rendre la déconnexion plus évidente. J'avais l'impression de regarder une étrangère. Sans un mot, je balayai la pièce du regard une dernière fois avant de croiser son regard. Elle semblait nerveuse, tripotant ses mains comme si elle se préparait au pire. « Peter, dit-elle doucement, s'il te plaît, ne te fâche pas avant d'avoir tout entendu ce que j'ai à dire. Je dois tout expliquer. Promets-moi que tu écouteras jusqu'au bout, dit-elle, la voix tremblante. Je ne veux pas que tu n'entendes que ce que tu veux entendre, s'il te plaît. En plongeant mon regard dans ses yeux, j'y vis la peur latente, non pas la peur de moi, mais la peur de ce qu'elle avait fait, la peur de me perdre, notre mariage et l'avenir que nous avions bâti ensemble. Cette peur la tenait maintenant, et je ressentis une pointe de tristesse en sachant le chemin que nous avions parcouru pour en arriver là. Je ne l'avais jamais blessée physiquement et elle savait que je ne le ferais jamais. Sa peur n'était pas celle d'une agression physique, c'était la réalisation du coût de ses actions. J'ai promis d'écouter jusqu'au bout, dis-je en essayant de garder ma voix stable. Et je t'assure que je ne te blesserai jamais. Je peux me fâcher, mais je ferai de mon mieux pour te laisser finir sans perdre le contrôle. Ses épaules se détendirent légèrement tandis qu'elle hochait la tête. Merci de m'écouter, dit-elle doucement. Je ne me suis jamais senti physiquement menacé par toi, pas même quand tu étais en colère ou blessé. Je sais que tu ne me ferais jamais de mal. Elle s'assit droite dans le fauteuil, posant ses mains sur la table devant elle, essayant de se stabiliser. Après une profonde inspiration, elle commença, tout a commencé environ un mois avant que Martha et Butch ne décident de divorcer. Martha m'a confié l'infidélité supposée de Butch. Elle prétendait qu'il rentrait tard, qu'il avait des liaisons extra-conjugales. Elle a même dit qu'elle avait des preuves. Elle m'a dit qu'elle le suivait et qu'elle traquait ses déplacements. Je serrai les poings mais restai silencieux. Ces mots semblaient un enchevêtrement de mensonges, et ma patience s'amenuisait. J'avais promis de garder son secret, mais je ne pouvais pas laisser un tel comportement sans commentaire. J'ai donc rencontré Martha pour en parler. Elle a accusé Butch de la tromper depuis 7 ou 8 mois. Elle a même affirmé avoir des preuves, un détective privé, des relevés téléphoniques, des photos. Je l'ai interrogée à ce sujet, lui demandant si elle m'avait déjà montré ses preuves. Elle a dit qu'elle avait tout, mais qu'elle ne me les laisserait pas voir. Je levai la main, l'interrompant. Si c'est elle. Histoire que tu vas me raconter, Delia, alors je peux partir tout de suite. Ça ressemble à un non-sens complet. Attends, Peter, s'il te plaît, attends. Supplia-t-elle, la voix montant en désespoir. Je promets de tout te dire, et c'est ce que je fais. S'il te plaît, écoute-moi juste. J'expirai brusquement et me rassiai, me rappelant la promesse que j'avais faite. Aussi absurde que tout cela puisse paraître, je la laisserai finir. Je la croyais à l'époque, continua Delia. Je n'avais aucune raison de douter d'elle à ce moment-là. Elle semblait si convaincante. Maintenant, avec le recul, je sais que ce n'était pas vrai, mais à l'époque, je lui faisais confiance. Elle marqua une pause, cherchant sur mon visage un signe de compréhension. Je ne lui en donnai aucun. Avec un petit soupir, elle continua. Elle m'a présenté Jacques Masson lors d'un des événements d'entreprise. Nous avons noué une amitié. Il a dit à Martha qu'il pourrait l'aider à engager un détective privé pour recueillir plus de preuves sur Butch.
Il prétendait connaître Butch personnellement et a proposé d'enquêter sur son passé. Des semaines plus tard, Martha m'a dit que Jacques avait trouvé des preuves que Butch avait été impliqué avec au moins 3 autres femmes alors qu'il était censé travailler. Je la fixais, incapable de cacher mon incrédulité. Tu as cru ça? Tu crois Jacques maçonne? Delia, la femme que j'ai épousée n'était ni naïve ni facile à tromper. Quand cela a-t-il changé? Ses lèvres tremblèrent. Ce n'était pas une question de naïveté, Peter, j'étais prise au piège. À peu près au même moment, Martha commença à me poser des questions sur tes allées et venues. Au début, je n'y prêtais pas beaucoup attention, mais ensuite elle m'a mis ses idées en tête. Elle m'a dit que tu étais distant, que tu rentrais tard, que tu manquais le dîner. Elle n'arrêtait pas d'insister, me demandant pourquoi je ne le remettais pas en question. Je fermais les yeux. Elle expira lentement en poursuivant, j'ai commencé à remarquer des choses, tu rentrais tard, tu étais distante, tu ne t'expliquais pas. Finalement, j'ai commencé à soupçonner que, peut-être, tu me trompais. Martha n'a cessé d'alimenter mes doutes et je me suis convaincu que c'était vrai. C'est pourquoi. Sa voix se brisa. C'est pourquoi quoi, demandai-je, la voix forte. C'est pourquoi tu as commencé à te cacher avec Philippe? C'est pourquoi tu es monté dans sa voiture samedi après-midi pendant plus d'1h30? Delia, je ne t'ai donné aucune raison de douter de moi. Tu as tout inventé dans ta tête, et pour quoi faire? Pour justifier ta propre trahison. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle secouait violemment la tête. Non, ce n'est pas ça. Ce n'était pas comme ça. Je ne te trompais pas, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Je me levai brusquement, la chaise raclant bruyamment le sol avant de basculer. Je ne peux plus écouter ça. Je pensais pouvoir, mais je ne peux pas. Tout cela n'a aucun sens, tu essaies juste de rejeter la faute sur moi et je ne le supporterai pas. Peter, s'il te plaît, cria-t-elle en tendant la main vers moi, mais je m'étais déjà détourné, l'ignorant. S'il te plaît. Je sortis de la cuisine par la porte d'entrée et descendis les marches jusqu'à ma voiture. Ma poitrine était serrée, ma tête tourbillonnait de rage et de confusion. Je devais m'échapper, me vider la tête. Je conduisis sans but, essayant de donner un sens au chaos qu'était devenu ma vie. 1 heure plus tard, je me retrouvais assis dans un petit café, sirotant un coca et fixant les bulles qui montaient dans le verre. Mes pensées étaient une tempête de frustration et de désespoir. Comment en était-on arrivé là? Comment tout s'était-il effondré si complètement? Je pris mon téléphone et composai le numéro de Butch. Il répondit après quelques sonneries. « Salut, mon vieux, dis-je d'une voix lasse. Tu peux me rejoindre au café. J'ai besoin de parler. » Bien sûr, répondit Butch. J'arrive dans 10 minutes. Fidèle à sa parole, Butch arriva rapidement et s'assit à côté de moi. Tu as l'air d'un zombie, dit-il en se glissant dans la banquette. Qu'est-ce qui se passe? Je lui racontai tout, les accusations de Delia, son histoire ridicule à propos de Martha et Jacques, et comment elle avait tout retourné pour me faire passer pour le méchant. Butch écouta patiemment, hochant la tête de temps en temps. Quand j'eus terminé, il se pencha en arrière et dit, « Tu sais quoi? Au diable tout ça. Allons-nous-en d'ici, prenons un verre, vide-toi la tête. Tu peux encore dormir chez moi si tu en as besoin. » Nous quittâmes le café et nous arrêtâmes dans un magasin pour acheter de la bière et du whisky. De retour à l'appartement de Butch, nous nous assîmes, ouvrîmes les bouteilles et laissâmes l'alcool détendre nos pensées. Au fur et à mesure que les verres se vidaient, nos idées affluaient. Tu sais, dit Butch d'une voix basse. Il est temps de montrer à ces salauds de quoi nous sommes capables. Jacques, Philippe, Martha, chacun d'entre eux. Ils pensent qu'ils peuvent nous marcher dessus? Ils vont avoir une sacrée surprise. Tu as raison, dis-je, la colère montant à nouveau en moi. Il est temps de reprendre le contrôle. Et je peux m'occuper de lui, dit Butch avec assurance, un sourire narquois sur le visage. J'aime bien cette idée, répondis-je, bien qu'une pointe d'incertitude se glissa dans ma voix. Peut-être que si j'avais une autre chance de tout affronter, cela m'aiderait à prendre une décision sur la façon d'avancer. Butch hocha la tête. Ça a marché pour moi. Je pense que c'est une excellente idée. Alors, ce type s'appelle Philippe, hein? Quand devrions-nous faire ça? Pas aujourd'hui, répondis-je en secouant la tête. Aujourd'hui, c'est dimanche, le jour du Seigneur.
On ne peut pas faire ça le jour du Seigneur. Butch haussa un sourcil, un sourire en coin. D'accord, très bien, ce sera demain. Demain n'est pas le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Je crois que ce n'est que le samedi et le dimanche. Mais oui, demain, c'est bon. D'accord, demain, après le travail, acquiesça Butch, levant sa bouteille dans un simulacre de toast. C'est la dernière chose dont je me souvins clairement. Quand je me réveillai plus tard dans l'après-midi, Butch et moi avions passé la majeure partie de la journée à boire, à lancer des idées et à laisser nos frustrations nous alimenter. Curieusement, je ne me réveillais pas avec la gueule de bois. En fait, je me sentais étonnamment lucide. Si lucide, en fait, que je décidai d'appeler Delia. J'avais besoin d'entendre ce qu'elle avait à dire, même si je soupçonnais que ce seraient les mêmes excuses. Je retournai dans la petite pièce, composai son numéro et attendis. Allô? Sa voix était prudente mais pleine d'espoir. Delia, c'est moi, dis-je. Comment vas-tu? Comment ça, comment je vais, répondit-elle d'un ton brusque, la voix brisée. Tu es parti avant que je puisse expliquer quoi que ce soit. Tu as rompu ta promesse de me laisser finir. Tu avais juré de me laisser parler. J'entendais les larmes monter dans sa voix, des sanglots ponctuant ses mots alors qu'elle jouait habilement la carte de la pitié. Je sais ce que j'ai promis, dis-je d'un ton neutre, mais je ne pouvais pas supporter les accusations que tu me lançais. Tu m'as accusé de tromperie, ce qui est un mensonge flagrant. Comment puis-je rester calme quand tu dis de telles choses? Sa voix s'adoucit, tremblante d'émotion. J'essayais juste de partager mes pensées. À ce moment-là, je me suis convaincu que tu me trompais, et Martha m'a poussé à prendre cette décision. Je le vois clairement maintenant, mais pas alors. C'est ce que je n'ai pas pu expliquer. Ces mots ralentirent mes pensées frénétiques un instant, mais je ne pouvais toujours pas comprendre pleinement ce qu'elle disait. Cela ressemblait à une toile de confusion, de demi-vérités et de fausses pistes, enroulées autour de quelque chose de plus sombre. Delia, nous avons un problème, dis-je. Tu parles de la façon dont tu as cru toutes ces choses et dont tu as été trompée en pensant que j'étais infidèle, mais il m'est difficile de croire que tu étais si naïve. Honnêtement, ça sonne comme une excuse facile. Ce n'est pas une excuse, rétorqua-t-elle. C'est la raison de mes actions. Je ne t'accuse de rien maintenant, et je sais que tu ne m'as jamais trompé. J'essaie juste d'expliquer à quel point j'étais confuse. Je laissai ces mots en suspens un instant, essayant de les digérer. Si tu étais si confuse, pourquoi as-tu douté de moi si vite, demandai-je. Pourquoi était-il si facile pour toi de faire confiance à la parole de quelqu'un d'autre plutôt qu'à la mienne? Où était la confiance et la foi en moi? On dirait que tu pensais avoir la liberté de faire ce que tu voulais avec qui tu voulais. C'est ce que je ressens. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. J'entendis de légers reniflements et, pour la première fois, aucune excuse ne suivit. Peut-être réalisa-t-elle que la fin était proche, ou peut-être comprit-elle que se battre davantage était futile. On aurait dit qu'elle était sur le point d'admettre sa défaite. Si tu reviens à la maison, je te dirai tous les détails sur Philippe, dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. C'est important que tu saches. S'il te plaît, Peter, reviens. Je soupirai en me frottant la tempe. J'arrive, dis-je à contre-cœur, tant que j'ai encore la patience d'écouter. Je m'assurai que Butch dormait paisiblement, laissant une note scotchée sur la dernière chope de bière sur la table, expliquant où j'étais allé. Même s'il dormirait probablement jusqu'au lendemain, je voulais être poli. Puis je rentrai chez moi. Quand je garai la voiture dans le garage, la vue de la maison me parut plus lourde que jamais. En entrant, je la trouvai assise à la même table où je l'avais laissée. Elle leva les yeux quand j'entrai, son visage encore marqué de traces de larmes. Je me versai silencieusement une tasse de café de la cafetière sur la table, mais avant que je puisse la boire, elle la prit, la réchauffa au micro-ondes et me la tendit. C'était un si petit geste, pourtant il semblait étrangement déplacé. Je sirotai le café, me demandant pourquoi il semblait toujours refroidir si vite, comme si cela reflétait l'état de notre relation. Elle ne perdit pas de temps à plonger dans son histoire. Martha et moi avons passé beaucoup de temps ensemble après son divorce, commença-t-elle d'un ton étrangement désinvolte. Elle était étonnamment de bonne humeur la plupart du temps, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle cachait quelque chose. Elle a continué à sortir avec Jacques même après que je l'ai prévenu qu'il était marié. Elle m'a assuré qu'il prévoyait de quitter sa femme, du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Je ne dis rien,
la laissant continuer. Finalement, j'ai commencé à passer moins de temps avec elle. Mais environ une semaine plus tard, elle m'a contacté et m'a demandé de la rencontrer au restaurant où nous nous étions rencontrés pour la première fois. À contre-cœur, j'ai accepté. C'est là que j'ai été présenté à Philippe. Jacques nous l'a présenté à toutes les deux et nous avons passé un moment à discuter. Il semblait charmant, raffiné. Elle marqua une pause, me lançant un regard nerveux, mais je gardais une expression neutre. Je suis parti au bout d'une heure, mais j'ai promis de les revoir. C'est comme ça que tout a commencé. Au cours des semaines suivantes, nous avons déjeuné ensemble quelques fois de plus. Finalement, Philippe m'a invité à dîner, seul. Au début, j'ai refusé, mais il a insisté, et à la fin, j'ai accepté. Sa voix s'éteignit et elle baissa les yeux, tripotant sa tasse de thé. Pour les dîners, reprit-elle après un instant, nous avons dîné ensemble 4 fois. Chaque fois, je t'ai dit que j'étais avec Martha. Je serrai la mâchoire, essayant de réprimer la rage montante. Et c'est tout, là après ces jeux, la voix tendue. C'est tout, dit-elle rapidement. Rien d'autre ne s'est passé, je le jure. Je me suis retrouvée prise dans quelque chose que je ne comprenais pas, elle s'arrêta pour siroter son thé, ses mains tremblantes. Me tordant légèrement sur place alors que j'essayais de me calmer. Je me suis stabilisé en prenant de profondes inspirations, essayant de calmer les battements effrénés de mon cœur. Un court instant, j'ai craint de faire une crise cardiaque. Malgré l'intensité de la situation, je suis resté, me forçant à garder le contrôle. Elle a dû voir la colère dans mes yeux, car elle a parlé rapidement, comme si elle essayait de tout déverser avant que je ne craque. Je veux que ce soit clair, commença-t-elle, que rien d'inapproprié ne s'est passé lors de ces dîners. Nous étions juste 2 amis qui discutaient et oui, nous avons un peu dansé, il a toujours été un gentleman. Ces mots semblaient répétés, mais elle a continué. Après l'un de ses voyages d'affaires, à son retour, il m'a contacté et m'a proposé de le retrouver pour déjeuner. J'ai accepté et, pendant le déjeuner, il m'a demandé à plusieurs reprises de passer la nuit avec lui. J'ai refusé à chaque fois, mais au lieu de dire non catégoriquement, Elle hésita. J'ai suggéré peut-être une autre fois. J'ai serré les poings sous la table, me forçant à compter jusqu'à 10 dans ma tête, puis encore et encore. Ma poitrine s'est serrée, mais je me suis concentré sur le fait de rester présent. La satisfaction de ne pas perdre connaissance sous le coup de ces mots était une petite victoire pour l'instant. Je suis resté assis, même si l'idée de partir me traversait l'esprit. Dilia, apparemment enhardie par mon silence, a poursuivi, « Peter, je suis accablé de honte d'avoir même pensé à te tromper et à trahir notre mariage. La culpabilité me ronge, mais je dois tout avouer. » Ces mots ont attisé le feu dans ma poitrine. Je pouvais sentir la chaleur monter à mon visage, mon sang bouillir à chaque syllabe qu'elle prononçait. Malgré mon malaise, elle a continué avec un courage surprenant. À cet instant, j'ai presque admiré sa volonté de continuer, même si ma colère grandissait. J'ai parlé à Martha de la proposition de Philippe, a-t-elle avoué, et elle m'a encouragé à le faire. Elle a dit que puisque tu m'avais été infidèle, je devrais te faire la même chose. Elle t'a comparé à Butch, affirmant qu'aucun de vous ne méritait la loyauté. Je suis resté silencieux, mais ma mâchoire s'est crispée. Les mots de Dilia étaient comme des poignards, tranchants et délibérés. Martha a dit qu'elle faisait des choses douteuses tous les jours et qu'elle n'y voyait rien de mal. Ces mots ont commencé à prendre tout leur sens pour moi et l'idée de satisfaire les désirs de Philippe a commencé à me tenter. Elle a baissé les yeux sur ses mains qui tremblaient maintenant. J'ai commencé à y penser. Je n'avais pas encore pris de décision, mais j'y penchais. Elle a pris une profonde inspiration avant de continuer. Pendant l'un de nos dîners, Philippe m'a soudainement attiré dans un coin du restaurant et m'a embrassé. C'était la première fois que nous nous embrassions sur les lèvres. Elle a fait une pause, comme s'attendant à ce que j'explose, mais je n'ai rien dit. C'était doux et agréable. Je n'ai pas résisté, mais je n'ai pas non plus initié le baiser. Je n'ai rien dit et il a pris cela comme une permission. Ma respiration s'est faite plus lourde, mais je me suis forcé à rester calme, comptant silencieusement dans ma tête. Dilia m'a regardé avec prudence, mais elle n'a pas arrêté. Après, je me suis senti sale, a-t-elle dit, la voix brisée. Cette nuit-là, en y repensant à la maison, je n'arrêtais pas de rejouer le souvenir dans ma tête. Au début, cela me dégoûtait, mais ensuite, ça a changé. Je me suis retrouvé à aimer ça.
J'aimais la façon dont il me faisait sentir. C'est là que j'ai commencé à voir Philippe non plus seulement comme un ami, mais comme un potentiel partenaire romantique. Ces mots se tordaient dans mes entrailles comme un couteau, chaque phrase coupant plus profondément que la précédente. Mais je suis resté assis, mes phalanges blanches alors que je serrais le bord de la table. J'ai commencé à le rencontrer pour le déjeuner et le dîner plus souvent, a-t-elle poursuivi, et j'ai commencé à te voir comme un obstacle, un fardeau. Tu te mettais en travers de ce que je voulais. J'aimais notre vie ensemble, mais Philippe m'a fait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis des années. J'ai commencé à t'en vouloir sans raison. Tu n'avais rien fait de mal, mais je te blâmais quand même. Elle a marqué une longue pause, sa voix devenant plus douce. C'est là que j'ai décidé de mettre fin à notre intimité. Je ne pensais plus que tu méritais mon amour. Je me suis dit que tu ne te souciais pas de moi et que tu me trompais probablement aussi. Je me suis convaincu que notre mariage était terminé. Sa confession flottait dans l'air, un poids écrasant qui m'oppressait. Mon esprit s'emballait tandis que je traitais ces mots, chacun d'eux démolissant les fondations de la vie que nous avions construite ensemble. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais autrefois aimée, et je ne la reconnaissais plus. Était-ce la vraie Dilia, une femme qui attendait une occasion de se libérer, ou quelque chose avait-il vraiment changé en elle au fil des ans? Ma colère bouillonnait dangereusement près de la surface. Ses mots étaient égoïstes, son attitude dédaigneuse, son comportement répugnant. Je sentais mon contrôle m'échapper, et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti l'envie de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, frapper une femme. Cette prise de conscience m'a effrayé plus que tout ce qu'elle avait dit. Je me suis levé brusquement, ma chaise raclant le sol. Prenant plusieurs profondes inspirations, je me suis forcé à me calmer. Je ne vois plus l'intérêt de tout ça, ai-je dit, ma voix froide et détachée. Tu te confesses juste pour apaiser ta culpabilité, mais je ne suis pas un prêtre. Je ne peux pas t'offrir l'absolution. S'il n'y a rien d'autre, je dois partir avant de perdre le contrôle et de te faire du mal. Elle s'est levée aussi, tendant les mains vers moi, les mains tremblantes. S'il te plaît, Peter, a-t-elle imploré, sa voix désespérée. Tu as promis d'écouter tout. Laisse-moi juste finir. J'ai reculé, évitant son contact. La douleur et la panique dans ses yeux auraient dû me toucher, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange satisfaction de savoir qu'elle n'avait pas peur de moi physiquement, elle avait peur de me perdre. Ce petit fragment de pouvoir était la seule chose qui me maintenait ancré. Prenant une autre profonde inspiration, j'ai laissé mon rythme cardiaque revenir à la normale. Lentement, je me suis rassis, expirant profondément. D'accord, ai-je dit. Fini juste. L'air dans la pièce était suffocant, lourd du poids de sa confession. L'odeur désagréable, peut-être celle du café réchauffé au micro-ondes ou simplement ma propre perception de la situation, me donnait la nausée. Je l'ai regardé grimacer, son visage se tordant de douleur et d'embarras. Une étrange satisfaction éphémère m'a traversé l'esprit, pour la première fois depuis des jours, elle semblait ressentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur que j'avais endurée depuis la découverte de sa trahison. Malgré cela, elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'est rassise, a redressé ses épaules et s'est préparée à continuer. Philippe n'arrêtait pas de m'appeler, me proposant de nous revoir, a-t-elle admis, sa voix ferme mais fragile. Mais je continuais à refuser. J'étais encore indécise. Je crois que j'essayais de assembler le courage de dire oui. J'ai parlé plusieurs fois à Martha et elle m'a convaincu que je devais accepter. Elle a utilisé mes doutes et mes insécurités comme excuse, me rappelant constamment que tu m'avais été infidèle en premier. Elle a marqué une pause un instant, ses yeux me scrutant nerveusement pour évaluer ma réaction. Je n'ai rien dit, mais elle a dû voir la colère couver derrière mon expression froide, car elle s'est dépêchée de continuer. J'étais dubitative au début, mais ma détermination a commencé à s'affaiblir. J'ai commencé à remarquer des changements en toi, ton comportement, la façon dont tu me regardais. Après 9 ans de mariage, je te connaissais mieux que tu ne le penses. Je pouvais lire dans tes yeux quand tu étais pensif ou distrait, et je voyais de plus en plus d'inquiétude dans ton expression. Cela m'a fait me demander si tu soupçonnais quelque chose. Sa voix affaiblit, mais elle a continué. Tu as commencé à avoir l'air préoccupé, presque comme si tu calculais quelque chose dans ton esprit, et cela m'a rendue nerveuse. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, toujours silencieux, et je l'ai fixé du regard. Le coin de ma bouche a esquissé un léger sourire sans joie en pensant à quel point son explication sonnait ridicule.
Elle a remarqué le sourire et l'a immédiatement pris pour du scepticisme, ce qui l'a fait hésiter encore plus. C'est difficile à croire, je sais, a-t-elle dit rapidement, mais c'est vrai. Maintenant que j'y pense, je vois que c'était la même chose pour toi. Tu me connaissais assez bien pour remarquer quand quelque chose n'allait pas dans mon comportement. Les changements étaient drastiques, mais j'étais trop aveugle, trop égocentrique pour les remarquer moi-même. Je me suis convaincu que te laisser dans l'ignorance était la meilleure option. Elle hésita avant de continuer, me regardant comme si elle cherchait la permission de poursuivre. Je ne lui en ai donné aucune, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. J'ai contacté Philippe et lui ai dit que je devais être prudente pendant un certain temps, a-t-elle dit. J'ai promis de le recontacter dès que je le pourrais. Il n'était pas ravi, mais il a accepté d'attendre. C'était lundi dernier. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré lentement. Et ensuite? Ai-je demandé, ma voix dénuée d'émotion. Ensuite, je l'ai rencontré pour le déjeuner mercredi, a-t-elle admis, pendant que tu étais à une réunion de travail. Je l'ai appelé et nous avons convenu de nous retrouver au restaurant Fridays en ville. Ce n'était que pour le déjeuner, mais pendant notre conversation, il a de nouveau évoqué sa demande. Cette fois, j'ai accepté. J'ai resserré ma prise sur le bord de la table, gardant mon expression aussi neutre que possible, bien qu'à l'intérieur, ma poitrine semblait prête à exploser. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui, a-t-elle continué, sa voix tremblante maintenant. Peut-être. J'ai pensé que c'était nécessaire avant que tu ne deviennes trop soupçonneux et que nous devions arrêter de nous voir. Je ne sais pas, mais j'ai dit oui. Elle marqua une pause, observant mon visage attentivement. À présent, ces mots n'étaient que la confirmation de ce que je savais déjà. Le vide en moi s'était propagé, ne laissant qu'une expression froide et sans vie sur mon visage. Quand son regard croisa le mien, elle sembla sur le point de pleurer, mais elle réussit à retenir ses larmes. Nous avions convenu de dîner ensemble samedi soir, continua-t-elle d'une voix à peine audible. Je t'avais dit que j'allais au cinéma avec Martha, mais le plan était de nous laisser seuls pour la soirée. Il avait réservé une chambre au motel Skyview, près du restaurant. Les pièces s'assemblèrent dans mon esprit comme un puzzle tordu. Samedi soir, alors que je buvais avec Butch, cette pensée me retourna l'estomac. Tout prit soudainement sens. C'est pourquoi elle avait accepté de revoir Philippe. C'est pourquoi son comportement avait été si étrange. Je t'assure, ajouta-t-elle rapidement, remarquant l'orage qui se préparait sur mon visage, tout était en parfait ordre et il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de ce que tu ne savais pas, sa tentative d'atténuer le choc échoua. Mon silence était pesant et la pièce semblait rétrécir autour de nous. Elle se déplaça inconfortablement mais continua de parler. Quand tu m'as confronté samedi matin, poursuivit-elle, tout a changé. Tu m'as fait réaliser à quel point j'avais été aveugle, faisant aveuglément confiance à Martha, suivant aveuglément Philippe et Jacques, croyant les mensonges que Martha m'avait dit sur toi. J'ai réalisé que tout était une tromperie, un piège dans lequel j'étais tombé, et quand tu as révélé la vérité, j'ai su que je devais y mettre fin. Je haussai un sourcil, légèrement sceptique mais intrigué. Et l'as-tu fait? Oui, dit-elle fermement, sa voix reprenant de la force. J'ai appelé Philippe cet après-midi-là et j'ai arrangé un rendez-vous avec lui. Au restaurant. Je lui ai dit que c'était fini. J'ai dit que j'y avais bien réfléchi et que je ne pouvais pas continuer cette relation. Je lui ai dit que c'était moralement mal, que ça allait à l'encontre de tout ce en quoi je croyais et que je ne pouvais plus le faire. Elle prit une profonde inspiration pour se calmer. Il ne voulait pas arrêter, il m'a supplié de reconsidérer, mais j'ai clairement dit que ma décision était définitive. Notre relation était terminée. À la fin, il a accepté. Elle marqua une pause, me regardant avec des yeux suppliants. C'est pourquoi tu m'as vu dans la voiture avec lui ce soir-là. Il me ramenait à ma voiture. C'était tout. C'était la fin. Je me suis assis en arrière, traitant ses mots. Elle semblait sincère, sa voix était ferme, ses yeux pleins d'émotion. J'étais surpris, voire choqué, qu'elle n'ait pas été jusqu'au bout. Dilia avait beaucoup de défauts, mais mentir n'en faisait pas partie. Malgré tout, je croyais qu'elle disait la vérité. Eh bien, Dilia, dis-je finalement, ma voix calme mais froide, c'est toute une histoire. Après la tromperie de Martha, après les mensonges que tu as choisi de croire, après toutes les rencontres secrètes et la trahison, tu as finalement décidé d'arrêter. Tu as finalement décidé de ne pas ruiner notre mariage entièrement. Mais laisse-moi te demander ceci. Je me penchai en avant, croisant son regard.
Mais tu n'as pas pu te résoudre à aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, demandai-je d'une voix basse mais perçante. Pourquoi? Quelle était la raison? Parce que c'était moralement mal, dit-elle rapidement, presque désespérément. J'ai compris et je me suis arrêté avant que ça n'aille trop loin. Si c'était si mal, insistai-je en me penchant en avant, alors pourquoi as-tu accepté dès le départ? Pourquoi les rendez-vous secrets, les mensonges, les actions et la complicité? Pourquoi as-tu accepté d'être intime avec lui, de le laisser réserver une chambre de motel et d'aller jusqu'à me dire que tu voyais Martha? Jusqu'à ce matin-là, tu étais complètement prête pour ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Elle baissa les yeux, sa voix hésitante. Martha m'a manipulé. Elle m'a fait croire que je devais te tromper, tout comme elle a trompé Butch. Elle a dit que c'était la seule façon d'égaliser les comptes. Ses mots étaient faibles, creux. Je restai silencieux, la regardant se tortiller. Elle hésita avant de continuer, c'est ton intervention samedi matin. Tu m'as fait réaliser la vérité. Tu m'as fait voir la fausseté de mes actions. Je haussai un sourcil. Alors, si je ne t'avais pas confronté, si je ne t'avais pas fait voir la vérité, serais-tu allé jusqu'au bout? Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun mot n'en sortit. Finalement, elle dit, je ne suis pas sûr. J'avais des doutes, mais je ne l'ai pas fait, et c'est le principal. Non, Dilia, dis-je en secouant lentement la tête, ce n'est pas le principal. Le principal, c'est que tu as rapidement cru le pire à mon sujet sans preuve. Le principal, c'est que tu as secrètement fréquenté un autre homme derrière mon dos, prêt à trahir notre confiance et à détruire notre mariage. Le principal, c'est qu'au lieu de communiquer avec moi comme un partenaire devrait le faire, tu as décidé de tromper. Je laissai les mots planer dans l'air avant de continuer. Tu avais déjà mentalement abandonné notre relation, eu des rendez-vous et t'étais émotionnellement donné à quelqu'un d'autre. Tu as cessé d'être proche de moi, réservant ton intimité pour lui. Tu as accepté sa proposition, l'as laissé réserver la chambre de motel et as pensé à coucher avec lui. La seule raison pour laquelle tu n'es pas allé jusqu'au bout, c'est parce que je t'ai surprise avant que tu ne puisses le faire. Son visage s'affaissa et pour la première fois, elle sembla saisir la profondeur de sa trahison. Elle tenta de m'interrompre, mais je n'avais pas fini. Tes plans ont échoué, Dilia, dis-je fermement. Tu espérais le pardon, mais tu ignores le fait que tu étais prête à me trahir. Tu as justifié tes actions basées sur des rumeurs, sur des mensonges que tu as choisi de croire. Le pire, c'est que tu te concentres uniquement sur le fait que tu n'as pas physiquement trompé, comme si cela t'absolvait. Les larmes remplirent ses yeux tandis qu'elle me regardait, suppliante. Peter, s'il te plaît, dit-elle, je n'ai pas triché, je jure que non, tu dois comprendre. Non, l'interrompis-je, ma voix froide. Tu m'as menti. Tu as caché tes rendez-vous, tes dîners, tes plans. Tu savais que c'était mal, mais tu l'as fait quand même. Tu as transformé ma vie en cauchemar en croyant quelqu'un d'autre plus que moi. Tu ne l'as pas empêché de t'embrasser. Tu as envisagé de coucher avec lui et tu n'as arrêté que parce que je t'ai confronté. Ce n'est pas de la loyauté, Dilia, c'est de la trahison. Elle secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je n'ai pas couché avec lui, Peter, dit-elle d'une voix brisée. Je n'ai pas apprécié le baiser. J'ai essayé de me convaincre que j'aimais ça, mais ce n'est pas vrai. Tu t'es convaincu parce que tu voulais me trahir, dis-je froidement. Tu cherchais un moyen de justifier tes actions et maintenant tu essaies de réécrire l'histoire pour te faire passer pour meilleur. Ses larmes coulaient librement maintenant et sa voix tremblait alors qu'elle demandait, « Qu'est-ce que tu vas faire? Ne pouvons-nous pas recommencer? Ne peux-tu pas me pardonner? Nous pouvons arranger ça, Peter, il n'est pas trop tard. » Mais il était déjà trop tard au moment où tu as choisi de ne pas me faire confiance, dis-je d'un ton égal. Au moment où tu m'as menti et où tu es allé dîner avec lui, c'était fini. Tu ne l'as peut-être pas réalisé, mais notre mariage a pris fin le jour où tu as décidé de me cacher des choses. Son visage se froissa de désespoir tandis que je me levais. Tu n'as pas lutté pour nous, Dilia, dis-je. Tu as lutté pour justifier tes actions. Tu n'as pas exprimé d'amour ou de besoin de moi. Tu as juste continué à insister sur le fait que tu n'avais pas triché, comme si c'était la seule chose qui importait. Mais ce n'est pas le cas. Je me détournai, ma voix s'éloignant. Tu as ruiné notre mariage aussi efficacement que si tu étais allé au Skyview Motel et avais couché avec lui. Ton amour pour moi est mort il y a longtemps, même si tu ne l'as pas remarqué.
Ses sanglots résonnèrent dans la maison tandis que je m'éloignais, la laissant à table. Je fis mes bagages silencieusement, le poids du moment m'écrasant. Il n'y avait plus rien à sauver. L'amour, la confiance, le respect, tout ce qui avait autrefois été le fondement de notre mariage avait disparu. Le lendemain, j'ai demandé le divorce. Dilia n'a pas résisté. Elle savait que c'était fini, tout comme moi. Quant à Philippe Tartan, l'ai-je laissé partir facilement? Non. Quelques jours après mon déménagement, il a été attaqué par 2 hommes masqués devant un bar. La police a enquêté sur cette affaire comme un vol qui a mal tourné, mais sans image de surveillance ni suspect, l'affaire est restée non élucidée. Une fois le divorce prononcé, Dilia a vendu la maison et a partagé le produit de la vente avec moi. Elle a quitté la ville peu après et a commencé à faire du bénévolat. J'ai appris par des amis communs qu'elle ne s'était jamais remariée. Au lieu de cela, elle a mené une vie débridée, finissant par se lier d'amitié avec une autre femme qui partageait son insouciance. Toutes deux ont commencé à gagner de l'argent en couchant avec des chauffeurs routiers. Quand j'ai appris cela, j'ai été choqué d'avoir été marié à une femme aussi dissolue. Quant à moi, j'ai eu du mal à entamer une relation sérieuse depuis lors. J'ai eu des aventures et des coups d'un soir, mais la confiance est devenue une chose insaisissable. La trahison de Dilia a laissé une cicatrice plus profonde que je n'aurais pu l'imaginer, et parfois je me demande si je guérirai un jour vraiment. Mais une chose est certaine, je ne me contenterai plus jamais de moins que l'amour, le respect et la loyauté que je mérite.